Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau webinaire, cette quatrième conférence de Feu de camp. Je suis Joséphine, je suis ravie de vous retrouver pour cette journée spéciale et je suis ravie d'accueillir Colline, Pauline et Christelle pour cette belle table ronde sur le réseautage, délégation, partenariat, savoir bien s'entourer pour développer votre activité. Comment ça va chez vous? Très bien, très très bien. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Joséphine, Colline et Pauline. Salut tout le monde. Ça va très bien aussi. Merci pour l'accueil. Ouais, merci Avec, beaucoup pour l'invitation. avec grand plaisir, ravie de vous avoir avec nous. Je vais rapidement introduire les Folies Web avant de vous laisser la parole pendant ce temps dans le chat. Vous pouvez nous préciser s'il y a des soucis de micro, de caméra, n'hésitez pas, même dire un petit mot sur ce que vous faites. Ça nous permettrait de savoir qui vous êtes. Donc nous, au Folies Web, on organise des événements qui sont gratuits à destination des petites entreprises pour vous aider à réussir sur Internet. Et on fait à la fois des ateliers en présentiel un peu partout en France et des événements en ligne tout au long de l'année avec quelques événements spéciaux comme Feu de camp auquel vous assistez aujourd'hui. Et puis si on peut faire tout ça, c'est parce qu'on a des super partenaires, dont nos deux partenaires historiques qui sont le Point FR et Néo Camino. Et puis aujourd'hui, sur des événements comme ça, on a la chance d'avoir plein d'autres partenaires qui nous soutiennent et ce qui nous permet d'avoir un bel événement. Avant de commencer, quelques petites astuces pratiques. Vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran. Je vous invite à poser toutes vos questions ici plutôt que dans le chat. Ce sera plus facile pour nous pour y répondre à la fin. Et puis, vous avez en plus la possibilité de mettre des petits votes sur les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Parce que malheureusement, je pense qu'au vu de nombre de personnes en ligne, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Donc, je vous invite à jouer le jeu et ce qu'on puisse faire en sorte de prendre les plus plébiscitées. Je vous enverrai également un lien vers l'enquête de satisfaction qui vous permettra de recevoir une petite page récapitulative qui reprend un petit peu tous les comptes rendus des 5 tables rondes du jour et puis aussi toutes les offres de nos partenaires qui vous ont concocté exprès pour cette belle journée. Et puis enfin, vous aurez accès au replay qui sera disponible en cliquant sur le même lien que celui sur lequel vous venez de cliquer pour vous connecter aujourd'hui. Voilà pour ce qui est des petites introductions Folie Web. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur cette belle table ronde. Aujourd'hui, on va explorer comment les freelances peuvent tirer parti de la collaboration et des partenariats pour aller plus loin et plus vite dans leur activité. Et pour ça, on a 3 expertes, Christelle, Colline, Pauline, qui vont nous partager leurs expériences et leurs insights. Et ça va être une super table ronde. Et puis, je pense que la meilleure façon de la commencer, c'est quand même que vous vous présentiez. Donc, Christelle, je te laisse la parole pour commencer ce petit tour de table. D'accord. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et en tout cas, merci pour votre nombreuse présence. Alors, pour me présenter, moi, déjà, je commence par une petite statistique. C'est 3h18. C'est le temps qu'il manque aux chefs d'entreprise pour accomplir toutes leurs missions au quotidien entre l'administratif, le commercial, la compta, leur métier principal. Moi, j'ai exercé des postes de management et de direction commerciale pendant presque 30 ans et 4 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable sur différentes missions. Moi, mon constat était le suivant, les clients étaient régulièrement débordés et ne pouvaient pas se consacrer à leur cœur de métier. J'ai alors décidé en fait de créer Assist Expert pour les aider parce que ça avait vraiment du sens pour moi. Alors moi, mes clients sont des TPE, des artisans, des entrepreneurs, des professions libérales, des commerçants. Ma team et moi, nous intervenons autour de 3 domaines de compétences, tout ce qui est assistanat administratif et de direction, tout ce qui est développement commercial et l'interface avec les cabinets d'expertise comptable. Moi, pour mes clients, c'est 0 contrainte, 0 engagement, 0 charge et surtout 100% d'énergie retrouvée. Aujourd'hui, j'accompagne mes clients dans leur entreprise avec professionnalisme, adaptabilité et bienveillance. Voilà pour la petite présentation. Génial. Et une bonne dose de dynamisme. Merci Christelle. Colline, tu te laisses enchaîner? Avec plaisir. Du coup, moi, c'est Colline. J'ai cofondé Social Déclic il y a 5 ans avec l'idée de faire le pont entre les acteurs à impact positif et les freelances engagés. Et du coup, on a créé le mouvement Freelance for Good depuis 5 ans. Et avec Social Déclic, on vous accompagne sur une formation pour justement trouver des missions à impact, une communauté. Donc, c'est le sujet du jour. Donc, je suis ravie de parler de ça aujourd'hui. Et puis, des missions pour collaborer avec des acteurs et actrices engagés. Trop bien. Et Pauline, je te laisse enchaîner. Bonjour tout le monde, donc Pauline Tréquister. Donc moi j'ai fondé en 2018, il y a 7 ans, le collectif Cosme, le premier collectif de freelance en France, structuré, engagé et coopératif, puisqu'on est devenu une coopérative 5 ans plus tard. Donc voilà, un beau projet aussi impact.
Et j'ai fondé en octobre 2024, du coup, la marque sœur, le projet sœur, on va dire, de Cosme, Cosmunity, parce qu'on avait des centaines de demandes de freelance qui voulaient rejoindre notre collectif. Et du coup, on a décidé de créer une communauté pour aider tous ces freelances à faire collectif comme nous, à apprendre à bien collaborer entre pairs, donc à monter en puissance à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, Cosmunity est né de pas mal de... Merci Romain pour le soutien, d'être là. J'ai quelques membres de la Cosmu qui sont venus nous voir du coup. Et donc voilà, et donc Cosmunity est né en octobre 2024. Et donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de tout ça, de tout ce que j'ai appris, on va dire, ces 10 dernières années. Et moi, je porte un mouvement plutôt autour du co-freelancing. Donc, je crois plus trop au freelance solo, mais je crois vraiment au freelancing à plusieurs. Donc, c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui. Génial, et on aura en effet l'occasion de rentrer dans plusieurs termes comme ceux-ci. Et puis peut-être commencer d'ailleurs par une redéfinition des termes. Vous avez toutes les deux parlé de communauté et de collectif. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire comment distinguer un collectif d'une communauté, et puis en quoi c'est important pour les freelances aujourd'hui de participer, de prendre part à ces structures? Voilà, si vous avez peut-être déjà d'abord cet aspect définition avant de rentrer dans le pourquoi. Ouais, avec plaisir. Si tu veux, je peux commencer, Colline. J'avais un petit peu posé cette distinction-là. Je peux un peu vous la partager si vous le voulez. Donc, je peux vous apporter un peu cette double vision du coup collectif avec donc Cosme que j'ai fondé en 2018 et communauté avec Cosmunity que j'ai fondé en 2024. Pour moi, vraiment, le collectif, c'est vraiment une structure qui va être organisée avec des objectifs communs. Souvent, du coup, une structure qui est formalisée. On va avoir des statuts, des règles, une charte éthique, des projets bien définis. Et dans un collectif, les membres, ils vont s'engager vraiment activement dans des actions qui sont concrètes. Je vois le collectif plutôt comme, on va dire, une structure, un groupement à taille plutôt humaine. Pour moi, la communauté, c'est ma vision encore une fois, hein, c'est vraiment un réseau plus large, plus informel, qui est basé sur, par exemple, des affinités, des valeurs partagées, comme par exemple Social Déclic, ou des centres d'intérêt communs, comme pour nous, chez Cosme, la collaboration, le co-freelancing. Donc, il y a une petite différence, en fait, c'est l'engagement, par exemple. Donc, le collectif, il va demander souvent plus d'implication, une implication en tout cas plus active que dans la communauté. Du coup, on a une participation un peu plus flexible. Pardon. Il y a aussi une différence en termes de structure. Le collectif, souvent, il va avoir une organisation définie. La communauté, elle va fonctionner plus en réseau un peu, on va dire, ouvert sur le monde. Et enfin, les objectifs aussi sont différents. Le collectif, il va vraiment viser des réalisations super concrètes. Et la communauté, elle va privilégier l'échange, le partage, le co-développement. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc pour moi, en fait, il y a des bénéfices côté collectif et côté communauté. Côté collectif, du coup, on va avoir vraiment de la mutualisation de moyens, d'outils, de compétences, vous savez, de locaux parfois. Il y a aussi une réponse collective à des consultations, des appels d'offres qui sont plus importants. Il peut y avoir un partage des risques, un partage des coûts, et aussi des formations structurées et des montées en compétences. Et pour la communauté, par contre, je vois plus un réseau élargi pour la partie vraiment business développement, donc trouver des opportunités business, de la veille collaborative, du partage d'opportunités, du soutien, bien sûr, aussi, qu'on retrouve un peu dans les deux, hein, soutien moral, lutte contre l'isolement. Et enfin, échange informel et bonne pratique. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les communautés. Donc, selon moi, et je clôturerai là-dessus, rejoindre un collectif, c'est vraiment passer à l'action ensemble. Et rejoindre une communauté, c'est vraiment élargir son écosystème et monter en puissance. Et selon moi, selon ma vision très propre, les deux sont super complémentaires. La communauté, en fait, elle va vous nourrir et je dirais le collectif, il va être assez transformateur. Voilà pour moi. Pour rebondir, moi je suis entièrement d'accord avec ces notions-là, et peut-être pour compléter aussi d'ajouter en général peut-être une notion aussi de nombre. Un collectif est souvent quelque chose d'un peu plus restreint en termes de nombre versus une communauté où effectivement ça peut être un peu plus élargi. Nous par exemple chez Social Déclic, il y a 200 membres dans la communauté. Je suis pas sûre qu'on puisse faire un collectif à 200 personnes, ça ferait beaucoup. Donc il y a aussi ces notions-là, et donc effectivement c'est assez complémentaire.
Et par rapport à ce sujet, bah, en tout cas, moi, ça me semble hyper intéressant de s'entourer. Nous, quand on a fondé Social Déclic, au début, on s'est dit, bon, on va faire une plateforme juste entre voilà les structures et les freelances. Et en fait, assez vite, le besoin de s'entourer, de partager est arrivé et s'est faire sentir de la part des freelances. Et en fait, l'importance du réseau en tant que freelance, elle est vraiment forte. Et je dirais que à deux niveaux, faut pas sous-estimer justement l'entourage. La première, c'est qu'effectivement, les freelances, faut pas les voir comme des concurrents. J'ai déjà entendu des gens me dire, ah bah attends, moi je vais me lancer, mais j'ai vu quelqu'un qui fait exactement la même chose que moi. Sur le marché, il y a suffisamment de besoins. Et vous, en tant que freelance, vous n'allez pas de toute façon prendre l'ensemble du marché. Donc, je pense qu'il faut pas voir des freelances comme des concurrents, mais vraiment plus comme des partenaires et à plein de niveaux. En fait, des partenaires pour des opportunités de mission, on va en parler plus tard avec de l'apport d'affaires, mais aussi des partenaires pour de l'entraide, des partenaires pour du réseau au sens très large. Donc vraiment, ce sont moi, j'invite vraiment à changer pas changer d'état d'esprit, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, mais à ne vraiment pas se dire, à ne pas être frileuse de partager avec d'autres freelances. Et puis une chose aussi qui me paraît importante dans l'idée de s'entourer, et ce qui ressort aussi souvent chez les freelances, c'est sortir de l'isolement. Peut y avoir un sentiment d'isolement. Alors on est freelance aussi parce qu'on veut peut-être avoir une certaine notion de liberté, de gestion de son temps, mais ça veut pas forcément dire qu'on veut rester chez soi juste avec son chat par exemple. Donc il y a le besoin voilà de sortir de l'isolement. Et effectivement, la différence entre collectif, communauté, tu l'as expliqué, Pauline, et je pense que nous, par exemple, ce qu'on voit chez Social Déclic, c'est qu'il peut y avoir aussi des petits collectifs qui se forment au sein d'une communauté. Donc, c'est vraiment deux strates, on va dire, différentes. Et par exemple, pour des appels à projets, nous, on a répondu à un appel à projet pour une association Empower Her, et on a créé du coup une petite équipe. Donc, c'était pas jusqu'au collectif, mais c'était quand même mettre des compétences en commun sur un projet pour répondre à un besoin. Et ça, du coup, ça permet d'être entouré de freelance. Ça permet facilement d'aller trouver des compétences complémentaires aussi pour répondre à des projets plus gros. Il faut sortir. Qui sort s'en sort, non, Christelle? Exactement. Alors, pour moi, effectivement, alors si on parle un petit peu de définition, alors c'est vrai que toutes les deux, vous êtes beaucoup dans cette distinction de collectif et de communauté. Alors moi, je suis plutôt à fond dans le réseau, en fait, sans faire forcément, en fait, de distinction. Pour moi, c'est un ensemble de personnes, c'est l'humain avant tout. Le collectif, à mon sens, rassemble des personnes autour d'un objectif commun et la communauté va rassembler plutôt autour d'une personne ou autour de thématiques. Alors, pour moi, il est capital de s'en sortir. Alors, c'est vrai, comme le dit Joséphine à juste titre, j'ai entendu dans un de mes réseaux, parce que moi, je fais beaucoup d'événements, et j'ai entendu une phrase à juste titre, qui sort s'en sort. Mais c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de partager, l'idée, c'est de sortir, l'idée, c'est d'échanger avec d'autres indépendants. Comme le disait à juste titre Colline, il ne faut pas penser que les gens qui font la même activité sont des concurrents, entre guillemets. Au contraire, c'est des personnes avec qui vous pouvez partager, vous pouvez échanger des idées, il peut même éclore des choses, en fait, aussi au niveau des partages. On peut mutualiser des idées, on peut collaborer ensemble. Personnellement, moi, je fais partie de pas mal de réseaux qui sont tous très riches et tous très différents, avec des univers de personnes très différents, mais tous complémentaires. Moi, je crois beaucoup à l'humain et beaucoup aux valeurs humaines. Voilà. En moyenne, en fait, j'ai un petit sondage à vous partager, un sondage de Echo, en disant que aujourd'hui, 25% de son chiffre d'affaires est généré grâce au réseau pour une TPE et 70% pour un indépendant. Donc, ça reflète bien ce qu'on est en train de dire toutes les trois, c'est-à-dire, effectivement, c'est vraiment très important aujourd'hui de sortir et surtout de rencontrer du monde. Et c'est comme ça qu'on va aussi générer son business. Totalement. Enfin, l'importance de s'entourer est cruciale, pardon. Mais après, une fois qu'on est entouré, il y a aussi cette notion de s'organiser, parce que c'est bien beau de rencontrer la personne, mais comment on construit derrière. Donc, c'est un petit peu peut-être une deuxième question qu'on peut aller creuser, mais comment la collaboration avec d'autres freelances, elle peut transformer notre statut et notre approche professionnelle. Et puis, quels sont les bénéfices à long terme de ces collaborations, une fois comment elles se font, et puis qu'est-ce qu'elles deviennent et qu'est-ce qu'on en retire. S'il y en a une de vous qui se sent à l'aise pour attaquer sur ce morceau important. Comme vous voulez, en fait. Vas-y, Christelle. Bon, allez. Alors, pour moi, collaborer effectivement avec d'autres freelances, c'est forcément un bénéfice à long terme. Alors, moi, la collaboration, en fait, elle permet un vrai maillage. Alors, moi, ce que j'appelle effectivement le maillage, c'est vraiment la constitution d'un réseau inter-entreprise, en fait, inter-freelance, on va dire, qui va en fait nous permettre de mettre en place des collaborations, des partenariats, des rapprochements, on verra ça sur le sujet suivant, des partages d'idées, mais aussi des conseils et surtout des belles rencontres humaines.
Donc, le maillage, c'est ça. C'est, en tout cas, on entend beaucoup parler ces termes aussi dans le réseautage, entre guillemets. Mais on entend également beaucoup parler de networking. Et le networking, c'est vraiment aussi développer son réseau sur du long terme. Mais comme le dit à juste titre Joséphine, développer son réseau, rencontrer du monde, c'est une chose. Mais après, il faut structurer aussi les rencontres que l'on a faites. Il faut rappeler les personnes derrière, parce que sinon, ça ne sert à rien de gaspiller son énergie. Il faut structurer ça dans un fichier. Il faut rappeler régulièrement les personnes, etc. Donc ça, c'est important. On peut être maximum en contact, on va dire, avec une centaine de personnes. En tout cas, si on veut vraiment essayer de garder le lien avec toutes ces personnes, à peu près une centaine pour pouvoir vraiment générer de l'interaction entre elles. 61% des professionnels aujourd'hui s'accordent à dire qu'une bonne interaction régulière avec leur réseau professionnel peut conduire à des belles opportunités professionnelles. Donc ça, c'est important. Mais ça peut aussi, quand on sort en fait dans des réseaux, ça peut aussi nous aider à trouver quelqu'un si on recrute, à trouver un fournisseur, à faire aussi des belles rencontres, des rencontres qui vont devenir aussi des rencontres personnelles. Effectivement, on fait parfois des très belles rencontres dans les réseaux. En tout cas, moi, j'en ai fait des très belles. Et effectivement, sur le networking, après, il y a vraiment le networking physique où on va effectivement rencontrer des personnes dans son cercle d'amis, dans des événements professionnels, dans des groupes d'anciens élèves, etc. Bien sûr, dans tous les réseaux qu'on va voir. Mais aussi, il y a le networking réseau social, pardon. Et ça fait l'objet effectivement d'un autre volet Folie Web. Voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, c'est grâce à mes réseaux, pour terminer, c'est grâce à mes réseaux qu'aujourd'hui, moi, je rencontre mes clients. Je vous laisse la parole. Tu veux enchaîner, Pauline, ou j'enchaîne? Allez. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il y a un point aussi qui me paraît important sur comment justement s'entourer, ça peut permettre d'avoir des bénéfices à long terme et de développer son activité. C'est aussi vraiment de penser satisfaction client avant tout, et on le parlait, et je vois que Pauline, tu as aussi hoché la tête sur la partie répondre à plusieurs à des appels à projets, ou en tout cas à des projets qui sont plus larges que ses compétences. Ça paraît important dans le sens où il faut pas se dire que non, moi je sais juste faire ça, donc je peux pas répondre à une mission. En fait, être vraiment toujours orienté besoin client et satisfaction client. Et c'est aussi, moi je le dis souvent aux freelances, un des meilleurs moyens de développer son activité, c'est de bien réussir ses missions. Et le bouche à oreille, le réseau, c'est aussi le réseau de ses clients. Et donc de vraiment être focalisé sur ça, et ça veut pas forcément dire faut aussi faire attention, ça veut pas dire travailler 3 fois plus que ce que vous avez vendu, mais juste avoir une posture professionnelle, aller jusqu'au bout de la relation client, demander des feedbacks, s'assurer qu'on répond bien. S'il manque des compétences, si vous manquez des compétences, je sais pas de quel côté c'est, mais il y a un petit écho. C'est bon? On t'entend bien. Ok. Si vous manquez des compétences, du coup, de ne pas hésiter à s'entourer d'autres freelances pour être sûr de répondre aux besoins. Et même si vous vous dites, oui, mais peut-être que l'autre freelance, après, il va gagner la mission ou ça va aller plus loin. En fait, ça va forcément revenir, parce que si la mission est satisfaite, si le client est satisfait, vous allez revenir sur des missions. Pas avoir peur de partager à partir du moment où ça aide le client, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Pauline, mais. Oui, je suis tout à fait alignée avec toi. Du coup, Colline, je peux rebondir là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est vraiment que ces collaborations, elles peuvent permettre de changer l'image, finalement, de passer d'un statut de simple prestataire, je déteste ce mot d'ailleurs, à partenaire stratégique pour vos clients. En fait, c'est le regard de vos clients, en effet, qui va changer sur vous en collaborant avec d'autres personnes. C'est ce que j'appelle, moi, donc le co-freelancing, qui pour moi, du coup, est vraiment le freelancing nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, un freelance solo, aujourd'hui, pour moi, il a vraiment une image d'exécutant, et il peut être limité par ses seules compétences. Un co-freelance, on va vraiment le voir, le client, en tout cas, va le voir comme un peu un orchestrateur de solutions, qui va être capable, en fait, de mobiliser son écosystème. Il va être ouvert sur les autres, il va être entouré. Toujours bon à savoir, et mieux que se dire qu'on travaille avec un freelance qui est tout seul dans son coin chez lui en train de travailler. Donc, je pense que clairement, aujourd'hui, la collaboration entre freelances, ça fait gagner les freelances en crédibilité. Ça nous fait gagner en crédibilité.
Et au-delà de ça aussi, je trouve que il y a plusieurs points. Il y a le côté très résilience. Ben, vous avez quand même un réseau solide qui vous protège un peu des fluctuations, qui peut vous apporter potentiellement du business, etc. Ça vous fait un peu monter en gamme en termes de posture aussi. Vous avez accès à des missions qui vont être plus complexes, qui vont être mieux rémunérées. Donc, vous allez pouvoir aussi augmenter à terme votre TJM et tout. Et il va vraiment y avoir un genre d'effet de levier exponentiel, en fait. Vos pairs, ensuite, ils deviennent un peu des ambassadeurs, des partenaires de votre croissance, quoi. Et je vous donne un petit exemple. Avec le collectif, on a gagné plusieurs appels d'offres à plus de 200 000 euros face à des très grosses agences. On montait des teams de 6-7 freelances très complémentaires. Par exemple, on avait gagné, donc du coup, on est en cours de mission là pour le CHU de Bordeaux pour une refonte totale de leur site web. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un acteur qui est très utile, hein, puisque sauver des vies, a priori, il y a quand même pas beaucoup plus utile et impactant. Et donc déjà, c'est un bonheur de travailler pour ce projet, mais c'est un exemple de projet qu'on a pu avoir avec le collectif et puis avec la communauté. En fait, c'est pareil. Tous les jours, là, du coup, on voit des collabs se faire entre les membres de notre communauté. On l'a lancé, du coup, en octobre. Donc, voilà, on est qu'au début, mais j'ai vraiment grand hâte de voir toutes les collaborations là déjà en cours et celles à venir, quoi. Donc voilà, globalement, pour moi, c'est ce changement de stature, de posture qui vous fait passer de prestat à partenaire stratégique. Voilà ce que ça apporte de collaborer avec d'autres gens. Et là, il y a les sujets de coopétition, voilà, vraiment de plutôt, comme le disait Colline tout à l'heure, plutôt que de voir de la concurrence partout, en fait, juste soyons malins, coopérons. Et en réalité, c'est clair qu'il y a beaucoup de freelances qui vont peut-être avoir beaucoup d'offres similaires à la vôtre. Mais en fait, déjà, en fait, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de besoins. Et puis en fait aussi on vient vous chercher pour votre personnalité et pour aussi ce que disait Colline tout à l'heure et j'adoube à fond, c'est le delivery, quoi. Il faut savoir aussi toujours un peu surdélivrer, toujours mettre le petit truc en plus qui va faire que en fait finalement ils vont avoir envie de revenir vers vous et vers votre petit crew de gens sûrs avec qui vous allez peut-être bosser par ailleurs. Génial ce petit crew de gens sûrs, j'aime beaucoup, c'est très imagé. Et sur cette partie du coup collaboration, est-ce que ces collaborations, on peut parler finalement de partenariat? Qu'est-ce qui diffère ces collaborations, ce co-freelancing du partenariat? C'est un petit peu le sujet qu'on va essayer d'aborder, mais peut-être justement, moi je me demande même pourquoi est-ce qu'on parle de partenaires quand on a ces co-freelanceurs avec nous et qu'on monte notre petit crew. Et puis plus largement sur les partenariats, comment on fait des partenariats en tant que freelance? Est-ce qu'il y a des partenariats monétaires? Est-ce qu'il y a des partenariats non monétaires? Et quel est le rôle de ces partenariats pour doper notre activité? C'est une question très large. Mais peut-être si Christelle, tu veux commencer sur la notion de partenariat que toi t'entends et en tout cas ce que ça fait résonner dans ton expérience. Mes partenariats à mon niveau, parce que c'est vrai que moi, je suis aussi indépendante et freelance. Hein, donc, moi, le partenariat, pour moi, c'est un accord qui est conclu entre deux personnes et entre deux structures. Et l'objectif, c'est effectivement d'atteindre des objectifs communs, mais c'est des objectifs qui seront des objectifs autant qualitatifs que quantitatifs en termes de business. Bien sûr, c'est de mettre en commun aussi son savoir-faire, ses produits et ses services. En fait, c'est ça l'objectif d'un vrai partenariat pour moi. Alors, il est important aussi que ça se fasse, ce partenariat autour de valeurs communes, parce que ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller tête baissée, il faut vraiment déjà faire connaissance avec la personne avec laquelle, ou la société avec laquelle on souhaite que ce soit un autre freelance ou que ce soit une structure à part entière. C'est vraiment d'avoir des valeurs communes dans le respect, la confiance, la bienveillance. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis les différents partenariats. Alors en fait, il y a différentes formes de partenariat. Parce que là, le partenariat, ça peut être un partenariat, on va dire, qu'on fait sous forme d'apporteur d'affaires. Donc, ça veut dire qu'on va signer un document. Juridiquement et fiscalement parlant, ce n'est pas forcément toujours les mêmes notions. Mais on va parler de contrat d'apporteur d'affaires, on va parler de contrat de partenariat. On peut parler également de contrats de prestation de services aussi. Enfin bref, on aura différentes formes de partenariat. Alors pour moi, c'est essentiel de mettre en place des partenariats actifs parce que c'est important de développer son secteur d'activité aussi en fonction de ses cibles, bien sûr. Alors on va aller vers des partenariats qui nous intéressent davantage. Il y a aussi des partenariats
institutionnels qu'on va pouvoir générer. Par exemple, si on travaille principalement avec des artisans, qu'on a une offre sur un outil ou etc., qu'on veut travailler avec les artisans, on va peut-être mettre en place un partenariat avec la CAPEB ou avec d'autres organismes qui seront orientés en fait, qui auront comme clientèle justement les artisans. Après, moi, par exemple, personnellement, j'ai mis en place des partenariats avec des communautés que je voulais développer, comme par exemple les architectes, parce que je voulais développer en fait cette cible. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est vraiment en fait de pousser des portes et de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter aussi de mettre en place ces partenariats concrets. Et puis, il y a les partenariats aussi, puisqu'on parlait de monétaire et non monétaire. Il y a bien sûr les partenariats qu'on va pouvoir mettre en place avec un autre freelance dans le même secteur d'activité. Aujourd'hui, moi, je travaille avec un réseau d'autres assistantes en freelance, donc sous différentes formes, pour pouvoir mettre en communauté en fait notre savoir-faire et pour pouvoir travailler en toute intelligence. Par exemple, je travaille aussi avec quelqu'un qui répond aux appels d'offres et qui intervient en fait sous forme d'apporteur d'affaires, qui intervient dans des entreprises dans lesquelles je les envoie. Voilà, donc en fait pour moi c'est effectivement important et aujourd'hui c'est capital justement pour développer son réseau et bien évidemment développer son réseau c'est aussi développer son business puisque l'objectif c'est quand même développer son chiffre d'affaires, de mettre tout ça en place. Donc le non monétaire et le monétaire, voilà, c'est tout aussi important en tout cas. Et ce qui est important, c'est vraiment de mettre en place, en fonction de son secteur d'activité, de son activité, des partenariats actifs. Et je crois que Pauline, tu es un peu une fervente connaisseuse de l'apport d'affaires. On en avait parlé et il me semble que tu voulais aussi rebondir là-dessus de mes souvenirs. Ouais, un tout petit mot pour reboucler et j'ai aussi envie de parler du non monétaire en fait, mais je voulais rebondir donc sur ce que disait Christelle. En effet, en fait, le sujet de l'apport d'affaires, je le pratique depuis plus de 10 ans et en vrai, on le pratique et dans le collectif et dans la communauté avec tous les membres. Je voulais juste vous passer un message. N'ayez pas peur de le pratiquer en fait dans un sens, donner ou recevoir, ou dans l'autre. Mais le business développement, en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on est freelance. Et ça, quand on l'a compris, voilà, c'est plus un problème en fait de donner un pourcentage à la personne qui fait tout ce boulot-là, parce que c'est un travail titanesque. Et c'est clairement le pain point numéro 1 juste de tous les freelances, comment on trouve du business, comment on trouve des projets clients. Et donc vraiment l'apport d'affaires, je trouve que c'est hyper malin et quand c'est bien fait, quand c'est bien cadré, quand c'est bien carré, donc aussi souvent un peu au sein de structures, il peut y avoir des déviances, il peut y avoir des gens malheureusement qui en profitent, hein, mais quand c'est carré et cadré dans des collectifs ou des communautés, il me semble que quand même c'est chouette. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à l'apport d'affaires. Et moi, je pense que le regroupement de freelance peut apporter aussi autre chose que des collaborations, que ce soit dans le collectif ou dans la communauté. Je le vois, hein. Typiquement, au collectif Cause, on a réalisé un documentaire sur comment on fait collectif. On a fait une tournée nationale pour diffuser le docu partout en France. On a organisé des ateliers, des événements. Je vous partagerai le lien du documentaire, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Il dure 45 minutes et j'en suis assez fière. Voilà, entre collectifs aussi. Il y a un petit bruit, j'espère que ça ne vient pas de moi. A priori, il y a beaucoup d'écho. Vous m'entendez bien? Nous, on t'entend très bien en tout cas. Ah ok, moi j'ai un petit écho, ouais. En tout cas, il y a aussi des collaborations qui peuvent être faites entre collectifs, par exemple, qui vont être complémentaires. Hier, par exemple, j'ai validé un super partenariat avec un collectif qui est hyper complémentaire à Cosme. Du coup, en fait, on va s'associer en fait pour décupler notre force de frappe. Ça, c'est vraiment aussi malin et génial. Plutôt que de voir les gens comme des concurrents, non, il faut penser coopération. D'où le fait aussi qu'on est en coopérative avec le collectif. Et enfin, dans la communauté, on le voit tous les jours. Du coup, il y a des interventions de membres pour aider d'autres membres à monter en puissance et en compétences. On fait beaucoup de co-développement. Donc, finalement, en fait, c'est fou, mais on sous-estime aussi beaucoup la puissance du non monétaire. Et ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Ça permet vraiment de se développer personnellement, professionnellement. Ça va vous nourrir, ça va vous stimuler. Et en gros, selon moi, hein, en tout cas, grâce à ça, je dirais que le co-freelancing, il dure des années. Il faut du monétaire, mais il faut aussi du non monétaire, parce que c'est tous ces projets un peu
side project où il n'y a pas forcément d'argent qui va entrer en fait en ligne de compte entre un humain et un autre humain, qui va faire que en fait on trouve finalement cet équilibre, cette balance, ce petit curseur qui fait que en fait on peut pas faire que du bénévolat, on est tous d'accord je pense dans la salle, on peut pas faire que du pro bono non plus, en fait il faut manger, il faut payer les factures et il faut trouver le juste milieu. Et voilà, et je pense que dans les communautés ou les projets qu'on développe de part et d'autre, tous les trois à mon avis, on peut être en mesure de vous dire que les deux cas de figure sont très importants pour vous développer à tous les niveaux. Voilà, et un dernier mot peut-être. Je pensais aussi à l'intelligence collective en fait que ça apporte. L'intelligence collective, c'est hyper puissant. Il faut vraiment pas sous-estimer ce biais-là. Les partenariats monétaires, ils vont vraiment vous faire gagner de l'argent là aujourd'hui. Vous faites un apport d'affaires avec quelqu'un juste après en quittant cette visio, voilà, vous touchez de l'argent. Le partenariat non monétaire, il va vous faire gagner vraiment en valeur pour demain sur du moyen terme. Et les deux ensemble, ça crée un écosystème durable qui va vous porter vraiment sur le long terme. Et je vous partage ma citation préférée qu'on m'a dit une fois dans un autre collectif dans lequel j'étais il y a 10 ans. C'est donner, donner, recevoir. Il faut pas hésiter à donner en fait aux gens à plusieurs reprises aussi avant de recevoir. Voilà. C'est beau. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, ça me faisait penser, là d'ailleurs, on l'avait pas évoqué, mais sur l'apport d'affaires, nous, avec Social Déclic, au début, on a mis en place la contribution volontaire, c'est-à-dire que c'est le ou la freelance qui décidait du pourcentage qu'il souhaite nous reverser pour l'apport de mission. Et tout le monde nous disait au lancement, mais c'est catastrophique, t'as pas de contrat, personne va vous donner. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le monde tenait ses engagements, que tout le monde jouait le jeu, entre guillemets, à hauteur du pourcentage. On vérifie jamais le nombre vraiment de devis qui sont envoyés, le montant de la facture. On fait que sur du déclaratif et ça fonctionne. C'est pour dire aussi par rapport à ce que tu disais Pauline, de pas hésiter que en fait quand on a une mission par quelqu'un, on est aussi reconnaissant souvent. Enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on le perçoit. Et c'est déjà arrivé aussi que dans la communauté, comme nous on pratique le principe de contribution volontaire, des gens on dit moi je suis content que tu m'aies donné cette mission, donc je fais le pas de te donner un pourcentage alors que c'était pas du tout prévu auparavant, quoi. Mais après comme tu disais sur le non monétaire, il y a pas mal de effectivement il y a plein de choses à faire et effectivement ça peut être aussi, je crois qu'il y avait une question de quelqu'un sur le partage de valeur, il y a le troc de compétences aussi, beaucoup d'entraide. On peut voir par exemple quelqu'un qui fait le site versus la personne aide à faire une stratégie de communication. N'hésitez pas à partager vos compétences. Et pareil sur la partie bénévolat, parce que tu disais donner, recevoir. Nous, on le voit qu'il y a pas mal de missions bénévoles qui peuvent se transformer. Nous, on organise des soirées de l'impact, enfin des défis de l'impact. C'est des soirées où il y a 4 associations qui viennent partager un défi, une team de freelance qui vient aider la structure sur ce défi-là. Souvent, après, ça se découle par des mises en relation et potentiellement des besoins. En revanche, point de vigilance, et ça tu l'as dit Pauline, et je suis entièrement d'accord sur le fait de bien cadrer, c'est-à-dire que le bénévolat c'est un temps donné, c'est un moment donné et c'est pas oui je t'aide et puis on verra ensuite. N'hésitez pas à être très transparente aussi sur là c'est du pro bono et sinon mon TGM c'est ça. Et nous d'ailleurs ce qu'on invite souvent, je sais pas, on sort peut-être un tout petit peu du cadre, mais sur par exemple la négociation de contrat ou de devis, n'hésitez pas à, plutôt que de descendre votre TGM ou diviser votre devis, de dire je propose une journée en pro bono ou en mécénat de compétences pour faire cette partie-là, ça clarifie et ça permet de dire voilà, là c'est une prestation rémunérée, ça c'est une prestation bénévole et au final la frontière entre les deux finalement là elle est assez fine parce que bon ça reste une négociation, au final la personne va moins payer, mais c'est quand même pas du tout pareil de le voir comme ça que de dire ok je divise mon TGM ou je fais 20% de réduction, quoi. Et pareil sur la partie partenariat pour justement développer son activité, ça peut être aussi par exemple de se mettre, nous on a plusieurs freelances qui font ça, dans des incubateurs pour proposer des heures d'accompagnement gratuites mais qui vous mettent en relation ensuite avec des projets. Donc voilà, tout ça, ça peut être des manières de développer son activité. Ce qu'il faut juste, c'est vraiment être vigilant sur la répartition, sur le cadre, pour pas se retrouver avec plus de missions pro bono que rémunérées. Parce qu'il est clair que, en tant que freelance, n'oubliez pas que vous n'avez pas, contrairement à un CDI, vous devez vous rémunérer et le TJM que vous demandez est juste et il est normal par rapport à toutes les charges que vous avez, par rapport au fait que vous n'êtes pas salarié mais vous êtes bien freelance. Génial, merci beaucoup pour vos réponses très, très claires et
et pleine de valeur. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui tournent déjà dans le chat autour justement de l'apporteur d'affaires, de pourcentage, de comment, quelle valeur se mettre. Peut-être que pour rappeler aux participants, on va garder évidemment un bon temps à la fin pour y répondre et prendre un maximum de questions. Mais j'ai quand même envie de rebondir parce que quand on fait des missions bénévoles, puis des missions rémunérées, puis du réseautage, puis des partenariats, et ben on est facilement submergé par le travail et les responsabilités. Je pense que vous ne direz pas le contraire et qu'il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est de continuer à penser à soi, de garantir son bien-être personnel en tant que freelance. On parlait d'isolement au début. Enfin, il faut aussi réussir à garder le cap. Est-ce que vous avez avec vos différentes expériences des recommandations et puis aussi peut-être des signaux d'alerte à donner à nos participants pour dire pensez à vous et puis bien-être personnel important pour travailler bien. Qui veut attaquer Christelle, si tu veux y aller. Je crois que ton micro est ouvert. Peut-être On t'entend pas. Alors moi je l'entends pas, mais non, on t'entend pas non plus. Enfin moi je t'entends pas non plus. ouais, non. Alors. À la limite, on peut Pauline, prendre la est-ce que main, tu peut-être veux Pauline, commencer comme carrément? ça, ouais. C'est les désavantages du direct. Christelle, on te laisse la main juste après. Ouais, je m'étais noté pas mal d'idées. Et en l'occurrence, plutôt, je dirais des concepts que j'avais envie de partager avec vous. Évidemment, j'adore donner plein d'exemples, mais je trouve que les concepts aussi sont intéressants parce que ils restent souvent dans la tête. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. J'avais envie de partager avec vous là-dessus. Donc, pour améliorer son bien-être, évidemment, quand on est freelance, il y a un truc que j'aime beaucoup qui est la règle des 3 équilibres. Alors, le premier, c'est l'équilibre mental. Donc, c'est l'art du non stratégique. Donc, c'est à la fois apprendre à refuser, c'est cultiver l'anticipation, donc anticiper de plus en plus, créer aussi des rituels de déconnexion. Ensuite, vous avez tout ce qui est équilibre physique. Donc, on n'est clairement pas des machines aujourd'hui. Il faut du coup intégrer le mouvement. Là, je suis dans un coworking aujourd'hui. C'est drôle. Romain, un de mes associés, il m'a dit viens, il faut que il met une alarme sur son téléphone. Il me dit attends, il faut que je bouge. Il s'est mis à lever d'un coup et à se lever d'un coup. Puis je lui dis attends, viens, on fait le tour donc voilà, on a marché. On est quand même très sédentaire, donc il faut bouger. Il faut respecter aussi, je dirais, ces rythmes biologiques. Ensuite, il y a la partie vraiment équilibre social, c'est le troisième équilibre. Donc, c'est vraiment sortir de sa bulle. Donc, il faut absolument maintenir des relations qui sont non professionnelles. On a une vie à côté, il faut absolument ne pas passer à côté a priori. Diversifier aussi ses cercles, communautés, collectifs, coworking, co-living et que sais-je. Tout ça, c'est le co-freelancing d'une manière générale. Mais voilà, trouver la bonne communauté, celle qui vous ressemble, trouver le bon collectif, trouver le bon coworking. Bref, vraiment diversifier vos cercles. Mais sachez aussi choisir, puisque clairement, on peut pas non plus s'investir partout, parce que sinon, on s'investit nulle part. Voilà, donc il faut parfois aussi choisir. Donc, en gros, pour moi, il faut à la fois s'entourer pour déléguer et aussi s'entourer pour se révéler. Et enfin, j'avais envie de vous partager aussi, j'adore ces 4 cercles. Il y a le cercle opérationnel, donc qui va vous permettre vraiment de déléguer, de collaborer. Il va y avoir le cercle inspirant. Donc là, c'est plutôt les mentors, les pairs qui sont plus expérimentés, qui vous tirent vers le haut. Vous allez avoir le cercle ressourçant. C'est les amis, la famille, les activités, vos passions qui vous font du bien dans la vie. Et pour finir, ce qui nous intéresse aussi pas mal, c'est le cercle miroir. Donc, c'est d'autres freelances qui vont vivre les mêmes défis que vous pour se sentir compris. Des valeurs communes, évidemment, hyper important. Donc, entourez-vous du coup pour ne plus être en fait sur des montagnes russes. Mais vraiment, le bien-être aujourd'hui, il faut comprendre, il se gère pas du tout en réaction. Il va vraiment se construire en amont. Et moi, je dis souvent, quand on parle beaucoup et souvent de bien-être des freelances, c'est un sujet qui m'anime beaucoup. Je pense qu'en fait, il faut juste construire chaque jour sa sérénité. Ça se construit pas en un jour du tout. Ça s'apprend aussi. On se prend des portes, on se prend des murs, on tombe, on se relève. Mais l'idée, c'est justement juste d'éviter
de trop tirer sur la corde pour pas passer de l'autre côté du fil, parce que le problème, c'est que quand on bascule, bah, c'est des mois et des mois pour se relever. Donc, faire bien attention voilà, à ça. Prenez soin de vous, quoi, en gros. On vous le dit pas assez, je le sais. Je passe la main, du coup, à mes super associés sur le talk. Est-ce que Christelle, ça remarche de ton côté? Je ne suis pas sûre. Moi, je ne t'entends pas. Non plus, ouais. Peut-être Colline, que en attendant, je vais répondre, mais de partir et de revenir, ça peut peut-être aider. Ouais. Je sais pas, mais effectivement, du coup, j'enchaîne par rapport à ce que tu disais aussi, Pauline, effectivement, c'était très, très intéressant. J'ai trouvé ces différents cercles. Et effectivement, pour ne pas se laisser submerger par le travail, les responsabilités, sans trop de surprise, c'est aussi le sujet du jour, mais c'est vraiment s'entourer. Et ce que m'évoquait aussi, c'est que quand tu parlais, c'est que parfois on a l'impression qu'on va perdre du temps à aller arrêter de travailler, oula, on va aller faire. Je crois que ça remarche. Est-ce que du coup, Christelle, tu peux couper ton micro? Peut-être ça fait des échos. Pas hésiter d'arrêter de travailler pour aller faire une pause, pour sortir. D'ailleurs, je peux vous raconter une histoire très très personnelle. Mais moi, j'ai une assez grosse blessure il y a 3 mois qui m'a un peu empêché de travailler pendant plus d'1 mois et demi. Le truc qui te laisse complètement carré comme ça. Et en fait, depuis, je réalise que je pense que je travaillais trop et mal presque, parce que je travaillais pas efficacement. Et en fait, de se rendre compte parfois quand on s'extrait qu'en fait, on peut moins travailler mais mieux. Et donc, pareil sur la partie réseau, ne pas négliger du temps à côté où ça va, ok, on va peut-être pas travailler pendant cette heure-là, mais ça va nous aérer l'esprit, ça va nous nourrir, ça va nous donner des idées, ça va nous sortir de notre quotidien et du coup, ça permet vraiment de se réénergiser et puis de laisser voir. Et même si ça nous réénergie pas, et au moins on aura tenté. Et effectivement, c'est une notion d'équilibre, ça se construit. Et du coup, nous, ce qu'on aime bien aussi faire, c'est faire des rétro-plans, de regarder ce qui s'est passé, se dire, ok, ce mois-ci, comment j'ai été, comment je me suis sentie, où est-ce que j'ai trop tiré la corde, où est-ce que j'ai pas assez tiré, quelle est ma manière de fonctionner. En fait, on a tous des manières de fonctionner et mieux on s'écoute, même si ça peut paraître un peu égocentré, mais au final, c'est pour mieux se comprendre et ensuite pour mieux partager avec les autres son petit mode d'emploi. Et aussi planifier, voir quand même son freelancing comme une entreprise, réfléchir à son objectif de chiffre d'affaires. Je sais pas si vous connaissez le revenu induit par le besoin, mais calculer aussi combien vous avez besoin pour vivre. Et en découle du coup combien vous devez gagner, combien vous devez placer comme TJM, quel est votre TJM plancher, pour ne pas être en réaction de « Ah mince, là, il faut que j'achète 10 missions parce que je suis un peu en retard ». Essayer d'anticiper un maximum et de le voir quand même comme vous êtes des auto-entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, dans ce mot-là, il y a entrepreneuriat et pas négliger aussi cette partie-là. Trop bien, merci beaucoup, Colline. Christelle, est-ce que tu veux enchaîner sur un petit mot si ça dernière fonctionne? tentative. Est-ce que vous m'entendez? Merveilleux. Ah, merveilleux. Moi, je voulais juste dire, parce que moi, c'est vrai que je travaille quand même beaucoup, même seule, même si j'ai effectivement une équipe aussi. On parle beaucoup dans les entreprises de qualité de vie au travail, de santé mentale, de bien-être, etc. en tant qu'indépendant. Mais en tant je dirais qu'en tant qu'indépendant, c'est vraiment très important, toutes ces notions. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est vraiment pas de tout repos parce qu'on doit être partout. Nous, on doit faire tous les sujets. On doit faire l'administrative, on va faire la compta, on doit faire du développement personnel, on va faire du développement professionnel, etc. Donc, en fait, on peut assez vite se sentir submergé. Donc, il faut faire attention. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans les réseaux qui ont malheureusement subi aussi un petit burn-out parce qu'on se laisse assez vite déborder finalement par toute l'activité, tout le stress que ça peut générer, que ça peut engendrer, d'avoir beaucoup de choses à faire en même temps. La journée, on a beaucoup de choses. Le soir, on fait du réseau, etc. Donc ça, c'est important. Donc, moi, je dirais les quelques conseils que je peux vous donner, c'est d'abord soigner son environnement de travail parce qu'on travaille beaucoup aussi à domicile. Alors, moi, je travaille chez des clients, mais je travaille aussi de chez moi. Donc, c'est d'avoir un joli bureau, d'avoir quelque chose où on se sente bien, parce que c'est important de se sentir bien. Séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, parce que très souvent, quand on travaille aussi de chez soi, on est à fond, mais en même temps, on peut répondre aux enfants, etc., etc. Moi, j'ai pas ce sujet-là, mais ça peut arriver. Séparer aussi les téléphones professionnels des téléphones personnels, parce que très souvent, on se fait assez vite envahir aussi le week-end, pendant les vacances, etc.
et aménager son emploi du temps et se garder des plages horaires pour soi. Donc, le bien-être, c'est ça aussi. Le bien-être, c'est se garder des plages horaires pour soi. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, on se dit, bah tiens, sur telle plage horaire, si on fonctionne avec des plages horaires dans notre planning, c'est sur telle plage horaire, je la garde pour moi, pour aller faire du sport, pour aller faire autre chose, pour pas être quand même à fond et à être assez vite en débordement. Et quand on a une baisse de régime, eh ben, faut sortir, faut faire des événements, faut aller voir d'autres personnes qui font la même activité de soi. Et franchement, je vous l'assure, ça requinque à fond et ça nous redonne en tout cas du punch et du dynamisme. Et moi, je dirais pour terminer, c'est améliorer son bien-être au travail, c'est vraiment booster son entreprise. Donc ça, c'est vraiment capital, le bien-être au travail. Génial. Et je crois que c'est un très beau mot pour conclure sur cette notion de bien-être et l'importance de prendre soin de soi. On va avoir 15 petites minutes pour répondre aux questions qui sont assez nombreuses. Avant ça, moi, je vais juste vous partager un petit lien que vous allez voir apparaître pour répondre à l'enquête de satisfaction. Voilà, n'hésitez pas à le faire, ça vous permet de récupérer les pages récapitulatives de la journée, les offres de nos partenaires et puis surtout d'avoir un avis un petit peu sur ce que vous avez pensé, d'avoir vos retours sur cette table ronde. Pauline, Colline, Christelle, je n'ai pas suivi si vous aviez eu le temps de partager vos liens LinkedIn dans le chat. Je sais qu'il y a eu une demande au milieu, donc est-ce que si jamais… C'est tout bon? Ok, et ben nickel, alors on va pouvoir passer aux questions. Si c'est bon pour vous, on va les prendre dans l'ordre. Et puis malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de tout faire, mais on va faire un maximum, on vous le promet. Et puis on a d'abord une première question de Mathilde qui va s'afficher à l'écran. Avez-vous des plateformes ou autres sites ou même des petits tips pour réussir à trouver des réseaux? Alors là, je suis persuadée que vous avez toute une réponse. Alors je vous laisse peut-être commencer. Pauline, si tu veux démarrer. Je pense à notamment il y a des médias, en fait, de plus en plus de médias autour du freelancing. Je pense qu'ils peuvent vous aiguiller. Après, un listing très précis, j'ai pas le sentiment que ça existe aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que entre les plateformes de mise en relation, les communautés, les collectifs, etc. Enfin voilà, vous devriez trouver votre bonheur assez facilement, même ne serait-ce qu'en demandant aux IA quelles sont les meilleures communautés, les plus adaptées à vos besoins, en fonction des valeurs. Je sais pas, je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Colline, est-ce que tu penses à des choses, toi, peut-être ou bien sûr, Christelle, évidemment. Ouais. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, moi, en fait, déjà, si vous voulez trouver des réseaux, c'est important de regarder vos réseaux de proximité. C'est-à-dire, vous habitez dans une commune. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. C'est-à-dire, déjà, je vais voir ma mairie. À la mairie la mairie de ma commune, en fait, ils organisent des événements, par exemple, chaque mois pour les nouveaux entrepreneurs, les entrepreneurs de la commune. Donc, on se rejoint. En fait, on se rejoint dans un mix coworking, puisqu'en fait, on a un très beau mix coworking dans la commune où j'habite. Donc déjà, ça commence par là. En fait, c'est la mairie. C'est aussi beaucoup la chambre de commerce. Au niveau de la chambre de commerce, sur leur site, vous pouvez trouver aussi pas mal de réseaux. Et puis, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, on trouve aussi beaucoup de réseaux. Mais déjà, je dirais que la proximité immédiate, que ce soit sa commune ou les communes d'à côté, de plus en plus, en fait, il y a des organisations d'événements. Quand il y a des regroupements également, quand il y a des regroupements d'entreprises, par exemple, moi je vois sur l'ouest lyonnais, on a ce qu'on appelle la Techlique, qui est un regroupement d'entreprises sur 3 communes. Et au niveau de ces 3 communes, ils organisent en fait régulièrement des événements, donc on peut les retrouver sur Internet, etc. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut retrouver déjà en proximité immédiate. Je vous partage un post LinkedIn qu'a fait Nicolas Renoux sur les intermédiaires du freelancing en France. Et du coup, ici, je pense que vous trouverez pas mal d'infos. Je crois qu'il y a une section communauté. Alors là, c'est en petit la photo, mais vous pouvez retrouver ici, il a essayé de lister la plupart des intermédiaires. Voilà. De recenser. Recenser, ouais. Trop bien. J'irai voir aussi de mon côté. J'avais oublié ce post, en effet. Oui, c'est exact. J'ai vu un petit commentaire
les forums d'associations, mais c'est tout à fait vrai, puisque dans les forums d'associations, très souvent, il y a les communautés ou les collectifs ou les réseaux qu'on va retrouver qui vont exposer, entre guillemets, également dans ces forums pour pouvoir se faire connaître. Donc, effectivement, les forums d'associations, c'est aussi une piste. Carrément. J'ai une question qui est un peu plus juridique. Si une de nos missions freelance, nous devons faire appel à un autre freelance, un contrat doit-il être rédigé? Si oui, entre le client et lui directement? Ça va dépendre du modèle aussi et du statut. Christelle en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il peut y avoir par exemple soit un contrat de partenariat, soit prestataire. En fait, tout dépend aussi du statut de la structure. En fait, c'est différent aussi d'une entreprise, entre deux entrepreneurs. Enfin, voilà, moi, c'est pour ça que je conseille quand même toujours de passer en fait par une entité. Ça va être moins facile de le faire, je pense, entre freelance, on va moins y penser, on va plus se faire confiance. C'est sûr qu'en passant par une structure qui est structurée, un collectif structuré, je sais pas moi, je voyais passer un petit peu les gens qui parlaient de GIE, de société, etc. Juridiquement, c'est vrai qu'on peut être un peu plus baqué. Je sais pas si les filles, vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Vous avez peut-être déjà eu des expériences aussi. Je partage en fait parfois effectivement avec d'autres freelances en fait ou des contrats ou un contrat d'apporteur d'affaires ou un contrat de prestation de service effectivement entre la personne et moi. Alors moi j'ai trouvé tout simplement en fait en ligne sur des sites officiels un modèle de contrat, ce qui m'a permis en fait de le rédiger aussi moi-même. Mais voilà, après, ça peut être de toute façon très simple au niveau du cadre. Ça dépend effectivement de ce qu'on va partager aussi en termes de mission. Carrément. Et j'ai une question derrière qui reprend un petit peu, c'est des exemples ou des modèles de contrats de partenariat. En fait, c'est vrai que c'est très différent selon les missions. Est-ce que vous avez un site qui peut aiguiller ou une première ébauche qu'on peut trouver quelque part pour répondre à Antoine? Moi, ça me fait penser à Collective Work, qui est du coup un site qui permet du coup de la facturation à plusieurs en créant un collectif sur la partie vraiment admin facturation, qui peut aider sur ce sujet-là et qui, je pense, fait pas mal de contenu aussi sur ça. Donc, vous pouvez aller regarder Collective Work. Trop bien. J'espère que c'est noté côté participant. On a une autre question de Gwendoline. Comment conseillez-vous la gestion de partenariat? Est-ce qu'il faut le facturer en direct au client ou est-ce qu'il faut faire comme si c'était un sous-traitant? Je vous laisse si quelqu'un a un avis sur la question. Alors moi, c'est vrai que je dirais que la gestion du partenariat, c'est le facturer en direct au client. Moi, c'est vrai que je ne travaille pas en fait avec Enfin, pour moi, le client déjà, il est à différents niveaux. C'est soit effectivement un client final, soit en fait un contrat de prestation en fait de sous-traitance. Ça peut être un contrat de prestation de sous-traitance avec une autre assistante administrative à la rigueur. Donc, c'est vrai qu'il peut être à différents niveaux. Donc, après, les notions d'apporteur d'affaires ou les notions de contrat de sous-traitance, là, il faut bien regarder puisque le cadre juridique n'est pas le même. Donc, il faut regarder sur un site comme Legal Place ou un site comme ça qui vous apportera aussi des informations précises. Parce que c'est pas la même notion de responsabilité aussi. Donc, il faut faire attention juridiquement parlant. Très clair. Merci beaucoup, Christelle. On a une question de Nelly qui demande comment faites-vous pour entrer en contact avec les structures qui peuvent vous apporter des affaires, comment les aborder et comment leur montrer les avantages d'une collaboration? Peut-être du côté de Colline ou Pauline, une petite idée pour aiguiller Nelly sur son entrée en contact avec les structures qui peuvent apporter des affaires? Alors, ma compréhension de la question, je ne sais pas du coup si je vais répondre exactement. Non, je suis pas sûre d'avoir exactement bien compris, mais pour moi, ça dépend. En fait, il y a des plateformes effectivement type Malte, Birdeo qui apportent des missions.
Mais après, dans des communautés ou dans la création d'un collectif, c'est dans son réseau. Donc, c'est pas forcément une structure qui va t'apporter une affaire. C'est plutôt l'échange avec les personnes où ça va découler. Et là, on met en place un apport d'affaires. Je sais pas, peut-être Pauline, tu as plus d'éléments de réponse sur cette partie apport d'affaires, mais il y a deux choses différentes. Il y a vraiment les plateformes pour moi et après plus le à la carte, enfin au cas par cas, quoi. Ouais, c'est ça, il y a les robots et les humains. Mais ouais, complètement. Donc en fait, bon, entrer en contact, enfin, ça dépend qui on est et à quelle place on se positionne. Mais si je suis freelance et que je cherche du business, il y a en effet plusieurs possibilités. Passer par une plateforme de mise en relation. Donc là, vous pouvez en trouver. Ensuite, vous allez avoir aussi les humains qui sont autour de vous et qui peuvent potentiellement donc vous apporter des affaires. En fait, des humains autour de vous, ça peut être d'autres freelances qui travaillent à côté de vous en mode co-freelance et qui vont vous apporter des missions parce que vous êtes complémentaires à leur expertise et que vous allez répondre ensemble du coup à un projet. Ensuite, comment les aborder et comment leur montrer les avantages d'une collaboration, je pense informez-vous sur tout ce qui est justement le co-freelancing. Il y a tous les avantages qui sont vraiment listés, indiqués. Je vous partagerai peut-être une newsletter là que j'ai écrite sur le sujet qui détaille pas mal ce sujet-là. Il y a une newsletter sur justement le co-freelancing et une newsletter sur l'apport d'affaires. C'est assez détaillé, ça va vous donner des billes. Voilà ce que je peux vous dire là à ce stade. Alors, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question qui était posée. J'ai vu qu'il y avait une question, en fait, notamment la question c'était par rapport à ce que j'avais cité au niveau de la CAPEB, effectivement au niveau des artisans. Alors moi, quand j'ai souhaité démarcher directement des réseaux professionnels, par exemple le syndicat des architectes pour pouvoir intervenir dans leurs réunions, dans leurs formations, etc., eh bien, j'ai déjà essayé de détecter des numéros de téléphone, des adresses pour pouvoir les démarcher téléphoniquement, mais surtout pour aller les voir, en fait, parce que aller les voir, c'est beaucoup plus facile d'obtenir en fait des rendez-vous quand on va sur place. Donc, en fait, aller les voir, effectivement, c'est important. Et surtout, prendre des rendez-vous, venir se présenter. Il faut bien évidemment bien préparer son rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de monde, ils sont démarchés par beaucoup de structures. Donc, il faut vraiment, en fait, identifier votre valeur ajoutée par rapport aux autres, ce que vous pouvez leur apporter. Ce que vous pouvez leur apporter par rapport à votre expertise, votre expérience, les plus que vous avez en termes de produits, en termes de services. Voilà, donc c'est vrai que quand on démarche une collectivité ou quand on démarche par exemple une chambre des métiers, moi j'ai démarché la chambre des métiers dans différents cadres au niveau de mes réseaux. Voilà, après j'y suis allée en allant à un événement justement. Lorsqu'il y avait un événement, j'ai rencontré les différents interlocuteurs et ensuite j'ai pu prendre rendez-vous. Voilà, donc il y a aussi cette manière également de prendre des rendez-vous pour pouvoir démarcher des organismes plus ou moins importants et pour pouvoir être référencé chez eux après. Trop bien, merci pour cette réponse complétée. On va prendre encore peut-être une ou deux questions. J'ai une question de Mariam qui nous demande comment savoir s'il faut se former pour développer des nouvelles compétences et développer de nouvelles offres pour aller plus loin ou diversifier son activité ou s'il faut passer la main sur un des axes à un partenaire. Sur ça, j'aurais envie de partager quelque chose qui me venait aussi à l'esprit sur la question d'avant. Mais sur tout ce qui est, en fait, n'oubliez pas de poser des questions. On pense souvent prospection, comment se vendre, ça me faisait penser à ça, comment les aborder. Intéressez-vous aux clients. Et du coup, sur la formation, parfois on a l'impression qu'il faut se former pour s'expertiser sur un domaine. Allez à la rencontre des clients, posez-leur des questions, demandez-leur quels sont leurs cailloux dans la chaussure, quels sont les enjeux de ces clients-là, de ces prospects-là à ce moment-là, comment vous pouvez les aider. Et si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui manque à votre palette, vous pouvez vous poser la question de vous former ou de faire appel à quelqu'un d'autre. Et peut-être pour savoir le choix, j'aurais envie de dire, ça c'est en fonction de votre appétence et de votre envie. Mais ne vous formez pas pour vous rassurer sur vos compétences ou pour vous dire je vais devenir experte. Allez échanger avec les clients en leur posant des questions. Posez des questions, parlez pas de vous. Ça vous enlève cette posture de vente aussi qui est parfois peut-être un peu malaisante. Et c'est comme ça que vous allez savoir si vous pouvez avoir quelque chose à apporter à une structure. Et c'est fini l'adage de vendre un frigo à un esquimau. Aujourd'hui, il faut vendre quelque chose il faut vendre des choses qui sont utiles aux clients. Donc, n'hésitez pas à vraiment poser des questions. Et c'est ça qui vous donnera aussi la réponse sur la formation, je pense.
Trop bien, merci, merci Colline. J'ai une question de Carole nous parle d'affiliation. La différence juridique entre un apporteur d'affaires et de l'affiliation et la rémunération moyenne pour de l'affiliation. Est-ce que vous avez, je vous mets celle-ci d'abord à l'écran. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Peut-être sinon de demander à Carole de reformuler sa question. Alors j'avoue que moi, affiliation, je n'utilise pas ce terme, donc je connais pas vraiment la définition, donc je pourrais pas. L'affiliation, c'est plutôt enfin du jargon plutôt marketing un peu. Donc c'est quand même différent de l'apport d'affaires. J'avoue que j'ai pas la définition Larousse en tête, enfin, exacte. Pour moi, c'est plutôt en fait une technique marketing qui va, enfin voilà, permettre de promouvoir ses produits ou ses services grâce à un partenaire qui va du coup rémunérer par une commission, du coup en fonction des ventes qui vont être effectuées. Voilà, donc c'est ça en fait l'affiliation. Après, pour moi, l'affiliation, c'est l'appartenance justement à un réseau, enfin à quelque chose. Être affilié, justement, c'est appartenir à. Pour moi, c'est ça en fait. Alors après, la différence juridique, je la connais pas précisément en tout cas. Et après, les pourcentages, puisque je vois que… Oui, alors les pourcentages, en fait, c'est vraiment aussi à chacun de les définir en fonction de son activité, parce que c'est difficile de vous donner des pourcentages comme ça, parce que en fonction, parce que le pourcentage, il va aussi varier en fonction de la nature du travail qui va être effectué. Parce que si par exemple, on est en contrat d'apporteur d'affaires ou on est en prestation de service, si on est juste apporteur d'affaires, c'est-à-dire si on met juste en lien deux entités entre elles, ça va pas être rémunéré de la même manière que si on fait une partie du travail. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de répondre à cette question d'une façon précise. Bon, on peut vous donner, je pense, une fourchette. Moi, en tout cas, ce que je vois, ce qui se pratique, c'est entre 7% et 15%. Et avec une moyenne globale à 10% qui souvent met tout le monde d'accord. Et tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, Christelle, ça dépend aussi finalement de l'implication, on va dire, de l'apporteur d'affaires. Moi, j'ai un petit mot pour ça. Je vous le partage parce qu'on est en petit comité, on n'est que 254. Mais j'appelle ça une tasse décisive. Et je trouve que c'est un bon mot, en fait, quand c'est décisif pour gagner le projet, quand le coup de pouce de la personne, il est décisif, il a changé la donne, et ben voilà, enfin voilà, enfin voilà, il y a des différences d'apport d'affaires. Moi, en tout cas, j'ai toujours voilà le même chiffre quoi qu'il se passe, puisque dans tous les cas, c'est un projet qui est gagné. Donc voilà, que ce soit chaud, froid, qualifié, pas qualifié, enfin voilà, il y a plein de jargon un peu là-dessus. Mais voilà, moi, ma vision, c'est oui, c'est un apport d'affaires à partir du moment où la passe a été décisif. C'est moins un apport d'affaires quand tu passes une patate chaude d'une personne à une autre. Enfin, oui, ça dépend du niveau en fait de la recommandation entre guillemets, parce qu'on parle effectivement aussi, on peut parler de recommandation dans nos termes, mais effectivement, ça dépend de toutes ces choses-là. J'espère que j'aurais répondu un peu à vos questions. Je sais pas, Colline, si tu veux apporter quelque chose. Non, j'allais dire effectivement pour la fourchette, mais je suis en phase avec ce que tu as dit. Nous, on voit souvent la moyenne de 10% aussi. Et après, peut-être, nous, c'était toute l'interrogation sur, en fonction de la taille du projet, vu qu'on travaille avec des structures parfois associatives, etc. C'est parce qu'on avait du mal à trouver un chiffre qu'on a fait la contribution volontaire. Et j'ai aussi envie de vous inviter à rester souple. En fait, ne passez pas 2 jours à définir un palier d'affiliation ou d'apporteur d'affaires, voyez un peu au cas par cas, ajuster. Et si jamais là vous vous dites ok, j'en fais pas, ça vous apportera, comme on l'a dit, autre chose. Et la fois d'après, voilà, soyez souple et ne mettez pas trop de pression, je pense, sur ça. Et vous continuez la contribution volontaire du coup, Colline? Ouais, on la continue. Alors ce qu'on fait, c'est que on la continue. Et après, maintenant, on porte un peu plus de projets et en fonction de la taille du projet, on ajuste. Mais sur tous les projets en dessous d'un certain montant,
On la continue depuis 5 ans. On a matché. Ça me fait un petit peu penser au modèle d'Hello Asso aussi, que tu dois bien connaître, qui est un de nos clients d'ailleurs chez Cosme. Et en fait, sur Hello Asso, peut-être que si vous avez pris une place pour un festival de musique ou je ne sais pas, un événement associatif, et ben vous passez par Hello Asso, ils vous donnent. Et c'est de la contribution volontaire, c'est leur modèle économique. Et c'est vrai que ça marche bien. Enfin, c'est eux qui nous ont donné l'idée. C'est drôle que tu cites. Ah bah voilà. Enfin, c'est ce modèle-là qui nous a inspiré. Oui, ouais, bah, ça m'étonne pas. Ok, bah, du coup, ça m'a fait penser à ça. Mais on s'inspire des meilleurs. Mais ok, bah écoute, hyper intéressant de voir que ça peut fonctionner en tout cas. Voilà, moi j'ai fini sur ça. Génial. Il est 16h05. Malheureusement, on ne peut pas vraiment dépasser plus. On a une autre table ronde à 16h30 et il faut tous qu'on boive un verre d'eau et qu'on se prenne une petite pause. Non, plus sérieusement, on ne va pas pouvoir dépasser davantage. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier petit lien ou une dernière petite info peut-être pour un dernier petit mot de la fin pour de cette belle table ronde, Colline, Pauline et Christelle? La parole est à vous avant de clôturer. Moi, si j'ai un conseil à donner à tous, je dirais que vive l'entrepreneuriat et la freelance. Et ce qui est important, c'est prendre soin de soi, parce que ça, c'est vraiment capital. Et puis, n'oubliez pas de tout ce que vous faites et toute l'énergie que vous allez mettre. Ça va forcément payer un jour. Après, effectivement, il faut pas s'attendre à ce que tout se passe en une journée. C'est pas possible. Donc, il faut investir et il faut effectivement investir sur l'avenir aussi. Ça, c'est important. Donc, tisser des bons liens pour l'avenir. En tout cas, j'étais ravie d'échanger et de partager avec Colline, Pauline et toi, Joséphine. Plaisir partagé, évidemment. Je vois que Colline, Pauline, vous avez partagé un petit lien que les participants peuvent trouver dans le chat et qui sera aussi dispo dans le mail qu'on vous envoie lundi avec toutes nos offres partenaires. Voilà, c'était juste pour préciser parce que je vois que vous les avez partagés et que le chat s'enchaîne. Mais je vous laisse évidemment dire un dernier petit mot si vous le souhaitez. Vas-y, Pauline, je t'en prie. Et nous, du coup, déjà merci beaucoup pour l'accueil, pour les questions. J'espère que ça vous a été utile et que ça a été inspirant. Et déjà, bravo d'avoir pris le temps aussi de passer 1 heure justement de vous enrichir et de vous entourer finalement. Quelqu'un disait au début, l'équipe du feu de camp, c'est un collectif et tous les gens qui sont là dans le chat, c'est une communauté. Voilà, bel exemple. Et du coup, nous, Social Déclic, on a un programme d'accompagnement qui commence et qui intègre aussi la communauté début juin. Et du coup, on vous offre 10%. J'ai mis un code promo. Voilà, vous pouvez regarder tout ça sur le site. On a aussi pas mal de contenu gratuit avec notamment un podcast si vous voulez vous inspirer. Génial. Top. Non, mais ravi d'avoir participé à cette table ronde. Merci pour vos petits mots de soutien aussi dans le chat pendant tout le long. Trop sympa. Non, vous dire non, juste voilà, grand merci. Si vous voulez rejoindre Cosmunity, c'est avec plaisir. Nous, c'est donc vraiment une communauté donc pour les freelances qui veulent monter en puissance, qui veulent la jouer collectif, plutôt des freelances du coup qui vont être voilà, dans la tech, dans la communication, le marketing. On vous propose un petit code promo, du coup, moins 20%. On vous a mis un petit code FollyWeb Cosmu. Et voilà, et on sera trop content de vous avoir avec nous. Et non, j'ai passé un très très bon moment. J'espère qu'on vous a apporté évidemment de la valeur. On vous souhaite bon courage pour la suite et on espère vous revoir de part et d'autre, j'imagine, ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, où vous voulez quoi. Partout. Et merci beaucoup. J'étais ravie d'animer cette table ronde avec vous. Merci, et avec des participants aussi dynamiques. C'était super. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres ensemble. Et sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très vite. Et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Salut tout le monde. Bon après-midi. Salut, ciao. Merci.